Alors, on est de retour pour faire le bilan des forces qui s'exercent sur une particule de charge Q et de masse M. Donc déjà, la première, celle qui intervient tout le temps dès qu'il y a une masse, et qu'on a l'habitude d'écrire, c'est le poids P, qui est égal à moins mg selon le vecteur j, puisque j est dirigé vers le haut. Ok. Mais comme on dit que la particule est contrainte de se déplacer sur l'axe x à cause d'un système de rail, eh bien, le poids, on s'imagine bien qu'il n'interviendra pas. En effet, on va aussi avoir du coup la réaction du support, ok, qui sera égale du coup à, on va l'appeler n, est égal à nj. Voilà, ça va être la réaction, et comme ces deux forces vont se compenser, on va voir que justement notre particule va se déplacer sur l'axe OX. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Plus intéressant maintenant, on va avoir les charges qui sont ici, qui vont toutes les deux créer une force de Coulomb, qui va aussi s'exercer sur la particule. Ok, donc la première c'est F1, qui va être égale à, comme on a rappelé en question 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2, c'est-à-dire ici Q carré, puisque les deux particules ont la même charge, entre ici et ici, sur R carré, avec R qui est la distance entre les deux, et selon le vecteur unitaire U1, qui est celui que j'ai représenté ici. Alors, avant d'écrire F2, on va déjà écrire explicitement F1 en fonction des données du problème. Déjà, on a R qui n'est pas écrit dans le problème, donc on va l'exprimer directement avec ce qu'on nous a donné dans l'énoncé. En fait, R c'est la distance qui est ici, et grâce à Pythagore, eh bien, on peut lui donner une forme explicite. En fait, on sait que ici, on a une longueur x, ici, on a une longueur b, donc ça va être racine de x carré plus y carré qui va être égal à r. Okay, donc c'est ce que je vais écrire ici, r carré, c'est égal à x carré plus b carré. Voilà. Alors, petit détail, mais qui aura son importance par la suite, en fait, la distance entre là et là, c'est pas la distance x, c'est la distance moins x. En effet, ici, on est dans les x négatifs, du coup, ça va être la distance moins x qui va compter ici, qui va vraiment donner une distance, c'est-à-dire quelque chose de positif. Mais ici, comme on le met au carré, ça n'a pas d'importance. Par contre, ici, ça va en avoir, vous allez voir pourquoi. Donc, U1, là non plus, n'est pas présent dans le problème, et puis on aimerait tout écrire dans la base cartésienne, puisqu'on a déjà écrit les deux premières forces dans la base cartésienne. Alors, on va donc devoir représenter U1 en fonction des vecteurs unitaires I et J, et pour ça, vous vous en doutez, il va falloir faire une projection. Donc, on y va. Je représente mes vecteurs unitaires I et J. Hop là. Notre vecteur U1, qui va être ici. Et on sait qu'il va former un angle θ avec le vecteur moins J. Donc, je le répète encore et encore, mais à chaque fois, on représente bien tous les vecteurs. Ça nous permet justement de pouvoir projeter très facilement après. Okay, on a le vecteur moins J ici, on va aussi avoir le vecteur moins I qui va être ici. Et maintenant que notre vecteur unitaire est encadré entre guillemets, eh bien on peut le projeter. U1, ça va être égal à cos de θ fois le vecteur qui est adjacent, c'est-à-dire moins J. Donc cos θ fois moins J, plus sin θ fois le vecteur opposé, donc moins I. Plus sin θ fois moins I. Voilà. Ok. Maintenant, il nous reste juste à écrire ce que vaut θ, puisque θ non plus n'est pas présent de base dans le problème. Et en fait, là, on va également utiliser nos compétences en trigonométrie qu'on connaît depuis le collège, et que, pour ma part, j'avais oublié. Mais j'espère que vous ne les avez pas oubliés. Alors, en fait, cosinus de θ va être égal au côté adjacent dans le triangle, le côté adjacent à l'angle, sur l'hypoténuse. Okay, donc ici, le côté adjacent, ça va être b, et l'hypoténuse, ça va être ce qu'on avait déjà calculé ici, c'est-à-dire racine de x carré plus y carré. Okay, de même, sinus θ, ça va être égal au côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Ici, le côté opposé, c'est cette distance-là, qui ne vaut pas x, mais moins x. Okay, je le rappelle, c'est parce qu'on est dans les x négatifs. Okay, ça vaut moins x à cette distance. Divisé par l'hypoténuse, encore une fois, racine de x carré plus un b carré. Donc c'est ce que je vais écrire ici. U1, finalement, c'est égal à moins... Donc là, je fais juste passer le moins ici pour que ce soit plus pratique à écrire. Moins b sur racine de x carré plus y carré, j. Et pareil ici, moins x, c'est-à-dire plus x, sur racine de x carré plus y carré, i. Voilà. Donc finalement, on peut écrire que F1,
c'est égal, on va juste injecter ça là-dedans. 1 sur 4pi epsilon 0, q carré sur x carré plus b carré, fois tout ce qu'on a ici. Donc moins b sur racine de x carré plus y carré, j, plus x sur racine de x carré plus y carré, i. Voilà. Une fois qu'on a ça, on pourrait calculer f2, mais avant ça, on va faire juste quelques petites simplifications. Par exemple, on voit que le racine de x carré plus y carré est en facteur. Donc on peut le sortir de notre parenthèse pour le mettre ici. Ça va nous donner du x carré plus b carré puissance 3/2. Et excusez-moi, je viens de remarquer ici que j'avais marqué x carré plus y carré, mais c'est bien évidemment x carré plus b carré. Ok ? Je me suis trompé de lettre quand j'ai écrit. Voilà. Encore une fois, c'est la fatigue. Ça fait un moment qu'on est sur ce CC. Alors, donc je vais réécrire ça d'une manière un peu plus jolie. Et puis après, on pourra passer au calcul de f2, qui, vous allez le voir, se fait exactement de la même façon. Donc, f1, c'est égal finalement à 1 sur 4pi epsilon 0 q carré sur x carré plus b carré puissance 3/2. Encore une fois, on a fait sortir la racine, et comme racine carrée de a c'est égal à a puissance 1/2, et bien ça nous fait du puissance 1 plus puissance 1/2, ça nous fait du puissance 3/2. Ok ? Et tout ça, facteur de moins bj plus xi. Voilà. Ok. Donc ça c'était pour f1. Et on va pouvoir passer à f2 directement, qui, vous allez voir, se calcule de la même façon. Alors. Donc, on y va. f2. Là aussi, c'est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 q carré sur la distance entre là, et là aussi ça vaut la même chose qu'avant, c'est-à-dire x carré plus b carré, ok, c'est la même distance qu'il y a là entre là et là, il y a une totale symétrie, voilà, je me rappelle qu'ici on est en x égale moins b, il y a toujours une distance b, enfin pardon, y égale moins b, donc x carré plus b carré, ok, facteur, enfin fois du coup le vecteur u2, ok. Et maintenant, on peut réécrire U2 exactement de la même façon qu'avant, c'est-à-dire en le projetant. Donc, je ne refais pas le schéma cette fois-ci. On fait exactement de la même façon qu'avant, et on prouve que U2 est égal à cos θ fois J, plus sin θ fois moins I, ok ? Donc, cos θ J, moins sin θ I. Voilà. Donc, cette fois-ci, la seule chose qui a changé, c'est que le cos θ, enfin le moins cos θ est devenu un plus cos θ, ok ? La composante en sinus est restée la même, c'est-à-dire un moins sinus. Ok. Maintenant, on peut réécrire combien vaut cos θ et combien vaut sin θ. Cos θ, là aussi, ça vaudra côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire b divisé par racine de x carré plus y carré. Sin θ vaudra côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire toujours moins x sur racine de x carré plus y carré. En fait, l'angle θ qu'on a ici est le même que celui qu'on a ici. Ça signifie que notre problème est totalement symétrique, ok ? Du coup, il n'y a aucune raison que ces angles soient différents. Donc, c'est égal à b sur racine de x carré plus y carré j moins x, c'est-à-dire plus x sur racine de x carré plus y carré fois i. Voilà. Maintenant, on va juste injecter ça là-dedans. Et comme j'ai la flemme, je vais juste effacer U2 et remettre ça ici. Donc la méthode est exactement la même que pour F. Alors, on avait du B sur racine de quelque chose J plus X sur racine de quelque chose I. On peut mettre le racine de quelque chose en facteur, qui nous fait ici du X carré plus B carré puissance 3/2, comme avant. Tout ça, facteur de BJ plus XI. Voilà.
Et nous maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la résultante des forces, c'est-à-dire F1 plus F2. Et ce que vous voyez, c'est que, en fait, quand on va les additionner, la seule chose qui diffère entre les deux, c'est le signe moins qu'il y a ici. Donc en calculant, vous allez trouver que ce truc-là plus ce truc-là, ça va s'annuler, et ce truc-là plus ce truc-là, ça va doubler. Donc finalement, on va pouvoir trouver une composante de F2, enfin de F égale F1 plus F2, qui sera uniquement sur mon axe I. Voilà. Et c'est pas étonnant, puisqu'encore une fois, le problème est symétrique, donc c'est normal que les composantes en J s'annulent. Alors, on va écrire ici l'expression explicite de cette résultante des forces. On va avoir que F est égal à F1 plus F2, et donc ça sera égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, facteur de tout ça, plus 2xi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de 2, et du coup, ça va juste donner du 2 pi epsilon 0 ici. 2 pi epsilon 0, q carré sur x carré plus b carré puissance 3 demi, fois xi. Voilà donc pour l'expression de la résultante des forces dans la base cartésienne. Maintenant, on demande de calculer l'énergie potentielle. Et plus spécifiquement, de montrer qu'elle vaut q carré sur 2 pi epsilon 0 fois 1 sur racine de x carré plus b carré. Comme on nous donne déjà le résultat, eh bien, on peut simplement se contenter de dériver, finalement. En fait, ça vient du fait que, donc là c'est pour la question 4, on sait déjà que DEP est égal à moins F scalaire dr, par définition. Ok ? À partir de là, donc finalement, ça veut dire que si on dérive la force, on tombera sur l'énergie potentielle à un signe près. Je vais faire le calcul de manière plus directe. En fait, on a donc moins F qui va être égal à ça, en cas on rajoute un signe de moins. Et après, on rajoute le vecteur dr, donc le vecteur position qui vaut dxi, le vecteur déplacement élémentaire, pardon. Donc ici, notre énergie potentielle élémentaire, ça va être égal à moins q carré sur 2pi epsilon 0. J'ai déplacé le q carré ici pour mettre toutes les constantes au même endroit, fois x sur x carré plus b carré, tout ça puissance 3 demi, sur le vecteur i, sauf qu'on on fait scalaire dr, ok? Donc ça veut dire on fait scalaire dxi, ça donne juste un dx qui reste ici. Voilà. Et finalement, quand on veut l'énergie potentielle, on a juste à intégrer tout ça. Intégrale de DEP, donc c'est-à-dire EP, est égal à ce truc-là. Voilà. Et comme tout ça c'est juste des constantes, si je veux, je peux prendre l'intégrale ici, tout simplement. On peut faire sortir les constantes de l'intégrale. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on prouve basiquement, c'est que une primitive de ça, c'est égal à 1 sur x, racine de x carré plus b carré. Enfin, c'est égal à ça à un signe près, puisqu'il faut aussi qu'on annule le moins qui est ici. Voilà. Donc pour ça, soit vous réussissez à trouver une primitive de ça, soit sinon quelque chose qui est plus simple, c'est de dériver 1 sur racine de x carré plus b carré. C'est ce que je vais faire ici. 1 sur racine de x carré plus b carré. Donc ça, c'est le terme qui est présent dans l'énergie potentielle qu'on nous demande de démontrer. C'est pour ça que je le dérive, pour montrer qu'une primitive de ça, ça va être égal à moins ça. Donc, c'est égal, là c'est un quotient, donc on va faire du u'v plus uv', u' avec u qui vaut ça et v qui vaut ça. On va avoir u'v qui va être égal à 0, moins uv', ça va faire moins 1 fois la dérivée d'une racine carrée, c'est-à-dire quelque chose de la forme f' sur f, enfin f' sur 2 racines de f, pardon. Donc, je vais écrire tout ça, ça va nous valoir finalement moins f', c'est-à-dire ce qu'il y a là-dedans, enfin la dérivée de tout ça, divisé par 2 racines de tout ça, x carré plus b carré. Voilà, ça c'était la primitive, enfin la dérivée pardon de la racine carrée. Et tout ça, on le divise par v au carré, c'est-à-dire ce truc-là au carré. Donc ça nous fait x carré plus b carré. Voilà, j'ai pris la racine au carré, ça nous donne ça.